Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va parler monnaie, banque centrale et Bitcoin. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la monnaie, ça doit forcément être quelque chose qui vient d'un État ou d'un gouvernement. Mais dans la réalité, vous le savez, ça se passe pas vraiment comme ça. La monnaie, ou la plupart des monnaies utilisées aujourd'hui, elles viennent de banques centrales qui sont censées être indépendante justement de ce gouvernement. Mais au final, dans l'esprit des gens, c'est pareil, gouvernement, banque centrale, on a une autorité publique qui gère la monnaie. Mais finalement, la monnaie pourrait très bien ne pas venir d'un État, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aussi parler de Bitcoin. Alors une monnaie, c'est tout simplement l'actif le plus liquide, le plus échangeable de tous, celui qui facilite les échanges. Dans une prison, par exemple, ça peut être les cigarettes qui deviennent la nouvelle monnaie, et même si vous fumez pas, finalement, vous allez les utiliser pour faciliter les transactions, donc on peut vraiment dire que, dans ce cas-là, les cigarettes sont devenues une monnaie sans qu'il y ait intervention d'un organisme officiel. Alors définir une monnaie, c'est pas facile, vous allez trouver plein de critères qui définissent une monnaie. Moi j'en ai pris 6. Une monnaie, elle doit être divisible, durable, transportable, vérifiable, rare et acceptée par une grande partie de la population. Alors je vais revenir un peu sur tous ces termes. D'abord la divisibilité, c'est pour pouvoir payer des grosses choses mais aussi des petites de manière pratique comme les pièces ou les billets. Quelque chose de peu divisible, ça va être par exemple une vache qui a été utilisée dans le passé comme monnaie d'échange. Maintenant, la durabilité, c'est la possibilité de conserver la monnaie longtemps sans qu'elle perde de sa valeur. Donc ça peut pas être des fruits par exemple. Ensuite, la portabilité, c'est le fait de pouvoir transporter la monnaie et notamment de manière sécurisée. Après, vérifiable, c'est le fait de pouvoir reconnaître facilement la vraie monnaie de la fausse monnaie. Ensuite, on sent aussi que la monnaie, ça doit être quelque chose de rare. Si on se met à utiliser des cailloux, par exemple, ça ne marche pas. Il faut que l'offre soit limitée. Et enfin, la monnaie, elle doit être acceptée par un nombre suffisant de personnes pour qu'on puisse faire facilement des transactions dans cette monnaie. Et avec le temps, les diverses populations dans le monde ont essayé plein de types de monnaies. Alors on sait qu'il y a des îles du Pacifique qui utilisaient des coquillages, on sait que les Grecs et les Romains utilisaient le bétail par exemple à un moment, on sait que le sel a été utilisé aussi comme monnaie, mais il n'y a aucun de ces moyens de transaction qui est resté parce qu'ils avaient tous un gros problème dans une ou plusieurs des catégories qu'on vient de voir à l'instant. Le bétail par exemple n'était pas divisible, les coquillages étaient disponibles en trop grande quantité, il n'y avait pas un effet rareté assez important, donc finalement la plupart des moyens qui ont été testés ont disparu. Et à la fin est restée une monnaie qui a fait l'unanimité pendant des siècles, ce sont les métaux précieux, souvent sous des formes de pièces, et notamment l'or, le plus rare de ces métaux, en tout cas à l'époque. L'or a été utilisé tel quel pendant des années, comme je disais, sous forme de pièces ou bien de lingots. Il avait quand même un désavantage important, c'est qu'il manquait de divisibilité. En fait, il était trop cher. Par exemple, pour payer son repas à la taverne, il aurait fallu des poussières d'or. C'est pour ça qu'on a utilisé d'autres métaux précieux, comme le cuivre ou l'argent, qui ont été utilisés parce qu'ils étaient moins chers, donc qui permettaient de payer des choses plus petites. Et l'or, comme toute monnaie physique, a un problème qui est la portabilité. On peut bien sûr transporter quelques pièces sur soi, mais on peut aussi assez facilement se les faire voler. Et dès qu'on parle de grosses quantités ou bien de grandes distances, le transport, il est pas très pratique, il est pas très rapide et pas très sécurisé. Et pour résoudre ce problème, on a fait quelque chose d'assez simple, on a pris tout l'or, on l'a mis dans un endroit où il était stocké de manière très sécurisée, et puis on a émis des papiers qui représentaient une certaine quantité d'or et qui étaient échangeables en or à tout moment, comme ça permettait, c'était beaucoup plus pratique à transporter, c'était moins lourd, on pouvait avoir de grosses sommes facilement, c'était divisible aussi, donc ça permettait d'éliminer une bonne partie des défauts de l'or. Et ce système qu'on a appelé étalon or, ce système de convertibilité donc entre l'or et les billets, il a été mis en place, puis démantelé, puis remis, etc. dans l'histoire des différents pays, notamment au début du XXe siècle, jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine stabilité en 1944 avec la signature des accords de Bretton Woods. Ces accords, ils sont finalement assez simples. La valeur du dollar américain est directement indexée sur l'or, tandis que les autres monnaies sont indexées sur le dollar. Alors au début, tout se passe bien. Les États-Unis émettent la quantité de dollars qui correspond donc à l'or qu'ils ont en coffre. Tout se passe bien jusqu'au moment où ils ont envie d'imprimer un petit peu plus de dollars. Donc cette fois-ci, ils s'autorisent d'avoir en coffre un petit peu moins que la quantité de billets qui est émise. Et le système dérape un petit peu, jusqu'au moment où le nombre de dollars en circulation est bien plus élevé que ce qui est dans les coffres américains à Fort Knox. Nous sommes maintenant en 1971 et c'est là où Nixon lâche une bombe, c'est la fin des accords de Bretton Woods, il n'y a plus d'étalon or, il n'y a plus de convertibilité entre les billets américains, entre le dollar et puis l'or physique détenu aux États-Unis. Avec la fin de l'étalon or, le dollar, et toutes les autres monnaies d'ailleurs, perd l'avantage énorme de la rareté.
mais en fait il était tellement utilisé comme monnaie principale dans l'économie, et puis d'ailleurs comme toutes les autres monnaies étaient très utilisées aussi dans leurs pays respectifs, que finalement leur utilisation est restée. Donc il n'y a pas eu, on n'avait aucune autre alternative à l'époque. Et puis en tout cas les premières années, les banques centrales étaient encore garantes de conserver une offre de monnaie raisonnable et essayaient de maintenir donc une quantité monétaire qui était produite en ligne avec ce que l'économie produisait. Maintenant, on fait une avance rapide jusqu'en 2009 qui marque le début des politiques de quantitative easing et de taux bas, puis taux même négatifs des banques centrales, donc principalement la Fed, la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne. Alors j'ai déjà fait plein de vidéos où j'explique que ça posera un problème à long terme, et que surtout à court terme, ça va pas forcément, l'argent ne va pas où il devrait aller, puisqu'il fait surtout gonfler les actifs financiers, et il soutient artificiellement les entreprises zombies, mais il soutient finalement que très peu la consommation. Et c'est là où, dans l'ensemble, on aimerait que l'argent aille pour relancer l'économie. Et cette politique d'argent facile, elle a quand même un inconvénient majeur, c'est que les plus grandes devises, euros et dollars en tête, perdent, comme je le disais, leur rareté, qui est à la base un paramètre important d'une monnaie. Alors, quel est l'impact ? Déjà, on a vu que les actifs financiers, que ce soit les actions, l'immobilier ou d'autres, ont tendance à être poussés vers le haut par cet afflux de liquidités. Mais en fait, ce qui est difficile de mesurer, c'est de savoir quelle est la partie de cette hausse qui est due à l'augmentation de valeur des actifs eux-mêmes, ou quelle est la partie de la hausse qui est due au fait que l'euro ou le dollar se déprécie. Donc finalement, une maison, un appartement ou bien l'action Apple vaudrait toujours à peu près la même chose, mais on la paye dans quelque chose qui vaut de moins en moins, donc le prix finalement augmente, mais c'est pas la valeur du bien qui augmente, c'est la valeur de la monnaie qui se déprécie. Et si vous croyez dans cette théorie, si vous pensez que c'est plutôt la monnaie qui se déprécie plutôt que la valeur des actifs qui augmente, comment est-ce que vous pouvez vous protéger ? Alors, vous pouvez vous dire, pour me protéger contre cette espèce d'inflation cachée, je vais justement investir dans les marchés financiers, investir dans les actions, dans l'immobilier. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait par la plupart des investisseurs depuis 10 ans. Quand ils entendent que les banques centrales déversent l'argent, déversent toute leur liquidité sur le monde, ils se jettent sur les actions, sur l'immobilier, et ils surfent donc sur cette vague. Mais le seul bémol avec cette approche, le niveau suivant, dont on est très loin heureusement, ce serait une perte vraiment massive de confiance de toutes les populations dans ces monnaies. À un moment, les populations vont se dire on en a trop émis, c'est un peu ce que j'appelais utiliser des cailloux qui sont disponibles par terre comme monnaie, ça ne marche pas. Donc si à un moment la population trouve qu'il y a trop de dollars, trop d'euros qui sont disponibles, elle peut avoir une perte totale de confiance donc dans cette monnaie. Et là, l'impact, il est vraiment difficile à imaginer dans l'économie mondiale. Et donc pour se couvrir contre ça, contre une hyperinflation, vraiment une perte de confiance dans les monnaies, la solution qui est apparue, d'ailleurs avec un timing parfait, puisque ça a été créé en 2009, donc au début des quantitative easing, c'est Bitcoin. Et Bitcoin, si on le voit comme une monnaie, tout le monde n'a pas cette approche-là, Bitcoin vu comme une monnaie, finalement il résout certains problèmes. On voit qu'il est divisible, il est durable, il est portable, c'est très facile de transférer, quelle que soit la somme, il est très sécurisé, il est rare, et même en fait c'est mieux que rare, c'est que sa rareté est prévisible. C'est qu'on connaît exactement la future production de monnaie. Ça a démarré à 0 en 2009 et ça va aller jusqu'à 21 millions, environ 21 millions de bitcoins minés en 2140. Le seul bémol actuel, c'est qu'il n'est pas encore assez accepté comme réserve de valeur. Donc, vous n'allez pas toujours trouver quelqu'un qui accepte une transaction en Bitcoin. Vous n'allez pas pouvoir acheter une maison ou une voiture en Bitcoin, à moins que vous trouviez vraiment quelqu'un qui soit un adepte des crypto-monnaies. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que chaque jour qui passe renforce cette acceptation avec de nouveaux services qu'il accepte, comme récemment PayPal ou Square. Et Bitcoin aujourd'hui, c'est un peu l'assurance ultime contre une perte totale de confiance dans les monnaies. Et le succès actuel du Bitcoin, je ne parle pas de l'effet de mode de 2017, je parle de la hausse de 2020, ce succès est largement dû au fait que plusieurs gros investisseurs ont fait ce même raisonnement sur l'hyperinflation, notamment Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller ou bien BlackRock. Et personnellement, j'aime bien voir Bitcoin comme une assurance. Alors je sais qu'il y en a plein qui ne voient pas ça comme ça, qui sont vraiment des crypto-geeks et qui ont une croyance sans faille
envers Bitcoin. Moi, c'est pas vraiment, enfin, je vais pas jusque là, mais j'aime vraiment bien voir ça comme une assurance, parce que finalement, une assurance, qu'est-ce que c'est? Une assurance, on paye une prime, on est prêt à perdre cette prime d'ailleurs, hein, c'est vraiment voilà, de l'argent, une petite prime en général, qui est prêt à nous assurer contre un événement exceptionnel. Et la prime est petite, mais si la crise apparaît, si l'événement exceptionnel apparaît, que ce soit votre maison qui brûle ou un gros accident de voiture, vous êtes remboursé malgré la petite prime que vous avez mis, parce que la probabilité que cette crise arrive, elle est très faible. Et même en termes d'investissement, j'aime bien voir Bitcoin comme une assurance pour une autre raison, c'est que en termes d'investissement, on se dit donc, comme j'ai déjà dit, on met une petite somme qu'on est prêt à perdre, mais ça veut dire aussi qu'on ne vend pas une assurance juste parce qu'on aurait gagné 10% dessus, on attend que l'événement exceptionnel arrive, et ça permet donc vraiment d'avoir une vision très long terme, de ne pas regarder la volatilité des marchés, de ne pas avoir besoin non plus d'une confiance absolue, même si vous êtes sceptique envers Bitcoin, vous pouvez tout à fait voir ça comme une assurance. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, on est content d'avoir payé une assurance pour rien, on est content d'avoir payé une assurance et de ne pas avoir d'accident de voiture, ou bien d'avoir payé une assurance et de ne pas avoir sa maison brûlée. Donc d'avoir cette vision un peu comme une assurance de Bitcoin, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une approche pour les... Je ne dirais pas jusqu'à dire sceptique, mais en tout cas pour les gens qui sont prudents en termes d'approche d'investissement. Ça veut dire qu'on ne met pas tout son argent dans une assurance en croisant les doigts, en se disant qu'une catastrophe va se produire, mais malgré tout, on garde une petite partie de son portefeuille investi là-dedans au cas où. Voilà. Mais je serais content d'avoir votre point de vue sur Bitcoin. Est-ce que vous voyez ça comme une monnaie? Est-ce que vous voyez ça comme un actif? Est-ce que vous voyez ça comme une révolution? Est-ce que vous voyez ça comme une assurance? Est-ce que vous voyez ça comme une bulle et comme quelque chose qui est totalement fake? Mettez-moi ça dans les commentaires. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager et abonnez-vous si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à l'économie, à l'investissement et au marché financier. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.